That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va. Et le week-end? Oui, tranquille, en famille. T'es en famille toujours, Oui, hein? toujours. Merci Jean-Paul. Alors aujourd'hui, on parle de quoi ce matin? Malheureusement, on va parler du Covid-19, dont évidemment, après une légère stagnation la semaine dernière, on a l'impression qu'il y a eu une décrue à partir de ce week-end, puisque l'Iran et la Corée du Sud et l'Italie sont les pays en dehors de la Chine qui semblent être le plus frappés par cette épidémie de coronavirus. Il faut savoir que avec 161 nouveaux cas détectés rien que le week-end dernier, le total en Corée du Sud s'élève déjà à 763 malades avec environ 7 morts. Il faut savoir que cette épidémie-là, malheureusement, a du mal à être confinée par les autorités sud-coréennes qui ont décidé de décréter l'état d'urgence maximum parce qu'il faut savoir que la Corée du Sud est frontalière avec la Chine. Ils se partagent la zone. Il y a une zone maritime qu'on appelle la mer de Chine qui sépare ces deux pays-là. Et semble-t-il, l'épidémie, il y a d'énormes échanges entre les deux pays et c'est ce qui serait à l'origine de cette contamination-là. À côté de la Corée du Sud aussi, le Japon est aussi lourdement frappé. Mais pour ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est l'Iran qui est le plus frappé, parce qu'il faut savoir que rien que ce week-end-là aussi, on a eu une multiplication par 2 des cas. On en a maintenant 43 au total et 8 décès. Sur les 8 décès, semble-t-il, ils font partie de groupes de personnes qui ont énormément voyagé, qui étaient dans des pays qui sont également frontaliers avec la Chine. Et évidemment, ça a été l'une des raisons pour lesquelles, il ne faut pas l'oublier, au cours de ce week-end, il y avait les élections législatives en Iran et on avait assisté à un des taux de participation les plus faibles de l'histoire depuis l'avènement du régime théocratique en 1979. Seuls 43% des électeurs s'étaient déplacés et selon les autorités iraniennes, cette faible participation-là de la part des électeurs iraniens était due en grande partie à justement cette épidémie de Covid-19. En Chine, malheureusement, comme je l'ai dit, après une légère stagnation la semaine dernière, malheureusement, il y a eu une augmentation ce week-end. Le nombre de décédés est passé maintenant à 2592 morts, avec soit 150 décès supplémentaires rien que au cours de ce week-end. Il faut savoir que dans la plupart des autres provinces, il y a eu au cours de ces dernières semaines une stagnation de l'avancée de l'épidémie, sauf dans la province centrale de Hubei, où se trouve justement la ville de Wuhan, qui est le berceau justement de ce coronavirus-là. Alors, le ministère de la Santé a annoncé que le nombre de personnes infectées était maintenant passé à 77 000, soit 409 nouveaux cas de contamination rien que le week-end dernier. Et donc, ce qui a amené le président Xi Jinping à reconnaître effectivement des lacunes dans le système de détection et de prise en charge notamment de ce coronavirus, ce qui a expliqué le fait que l'on a pu voir que ce virus ait pu se propager rapidement. Alors, bien entendu, les autorités chinoises reconnaissent que cette épidémie-là est la plus grave urgence sanitaire qui frappe la Chine depuis l'avènement du régime communiste en 1949 et ils ont décidé également de travailler avec la communauté internationale, en tête desquelles l'Organisation mondiale de la santé, pour essayer de contenir au maximum le virus. Mais il faut savoir que c'est particulièrement difficile parce que la ville de Wuhan, elle a une population de 11 millions d'habitants et c'est une ville aussi qui est extrêmement dynamique. C'est, je crois, Jusqu'à présent, elle est toujours fermée. Elle est toujours fermée, mais les autorités chinoises ont autorisé maintenant les personnes d'origine étrangère, mais qui sont en bonne santé, à pouvoir quitter la région dans les plus brefs délais pour éviter, elles aussi, d'être contaminées à un moment ou à un autre. Donc, ces personnes-là, les directives sont que quand elles quittent la ville de Wuhan et elles arrivent dans leur pays d'origine, elles doivent être mises immédiatement en quarantaine pendant 14 jours pour s'assurer qu'elles ne sont évidemment pas infectées. C'est au bout de ces 14 jours de mise en quarantaine qu'on va faire des tests
Et s'il est avéré que ces personnes-là ne sont pas contaminées, elles vont recouvrir leur liberté et pourront quitter ces centres de rétention-là. L'OMS aussi a décidé de voir avec les entreprises pharmaceutiques 2 choses. La première chose, c'est la multiplication des moyens de protection, notamment les masques. Il faut savoir que la Chine, par exemple, fait face à une grave pénurie de masques. Il n'y en a plus en quantité suffisante. Donc, des pays dans lesquels se trouvent des grandes firmes pharmaceutiques, la France, les États-Unis et autres, sont appelés par l'OMS à fabriquer encore, à augmenter les cadences en termes de production de masques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de doter les laboratoires des pays de moyens de détection de ce coronavirus-là. Il faut savoir que les kits de détection sont aussi en quantité insuffisante. L'OMS estime qu'il faudrait, pour l'ensemble des pays, si on veut avoir un niveau de kit qui soit suffisant pour essayer de détecter en temps réel les nouveaux cas de coronavirus, de Covid-19 qui pourraient être détectés, il faudrait aller jusqu'à environ produire un peu plus d'1 million de tests supplémentaires. Et donc là aussi, les entreprises pharmaceutiques et les États sont appelés à contribution pour, en ce qui concerne les pharmacies et les entreprises pharmaceutiques, à produire en quantité suffisante ces tests-là de détection de Covid-19, et les États aussi maintenant à les mettre à disposition des structures sanitaires pour qu'elles puissent rapidement faire les tests dès lors qu'elles ont le soupçon qu'une personne est probablement infectée ou présente les symptômes du Covid-19. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, que les États mettent rapidement en place dans les structures hospitalières ou créent des zones dans lesquelles, évidemment, une fois que la personne est détectée positive au Covid-19, qu'elle soit immédiatement mise en quarantaine dans ces zones-là. Alors maintenant, tous les États n'ont pas les moyens et tous les États ne font pas face à cette menace-là du Covid-19 de la même façon. Et donc, chaque État est appelé... Le Covid-19, c'est bien sûr ce qu'on appelle le coronavirus. Le coronavirus, c'est son nom scientifique. On préfère parler de Covid-19 parce que quand on parle de coronavirus, en Chine, les gens ont tendance à confondre avec le SRAS, qui était l'épidémie qui avait évidemment sévi en 2004, mais qui avait fait 10 fois moins ou 20 fois moins de morts que le Covid-19. Et donc, les États sont appelés à s'organiser en fonction de leurs moyens et en fonction de la menace que représente ce Covid-19-là, du fait que autour soit des populations fréquentent des zones à risque, que ce soit la Chine, l'Iran ou ailleurs, ou la Corée du Sud, ou le Japon, ou même la France, et puis deuxième chose, c'est que les États essayent de s'organiser en interne pour faire en sorte que dès lors qu'on a un soupçon de Covid-19 chez une personne, rapidement le test soit fait et que les résultats, que cette personne, s'il est avéré qu'elle est détectée positive au Covid-19, qu'elle soit immédiatement mise en quarantaine. Il faut aussi rappeler que les tests, la durée du test avant qui demandait entre 7 et 8 heures pour savoir si une personne ou non était infectée, il y a eu de nouveaux réactifs qui ont été mis en place. Et donc aujourd'hui, en 2 heures maximum, on peut déjà savoir si une personne est infectée ou pas au Covid-19. Donc malheureusement, ce sont les seules mesures, en l'absence de moyens curatifs, de pouvoir vaincre véritablement le Covid-19 et en l'absence aussi de vaccins. De ce côté-là, la recherche est en train de travailler. On sait déjà qu'on connaît la totalité du génome de ce virus-là. On connaît donc sa structure moléculaire. Maintenant, reste à trouver les moyens pour essayer de la guérir. Et là, malheureusement, ça demande du temps parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'élaboration, aussi bien d'un vaccin que d'un mode de traitement curatif. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation sanitaire en Chine ce matin sur les 104.5 Urban FM. Est-ce que tu as les news du Togo ? Oui, le président Faure Gnassingbé Eyadema a été réélu. Est-ce que ça a déjà été déclaré par la Cour constitutionnelle ? Non, mais en tout cas, ses partisans disent qu'il est réélu, et étant donné que lorsque l'on regarde même le déroulé de la campagne électorale, le principal challenger de Faure Eyadema, comment il s'appelle, l'opposant là, les opposants en tout cas, parlaient beaucoup plus en termes de vérifier qu'il n'y ait pas de fraude et puis qu'ils commencent déjà à préparer les armes pour essayer d'organiser la contestation auprès de la Cour constitutionnelle. Donc
ce qui revient à dire qu'ils n'étaient pas particulièrement confiants de leur chance de remporter cette élection-là. D'autant plus que le président Faure Yadema est passé par des succès tant politiques que constitutionnels avant d'arriver à cette élection présidentielle. Il a pu obtenir de la part aussi bien de son parti que de la Cour constitutionnelle la modification de la Constitution, ce qui lui a permis de briguer non seulement ce mandat, mais à l'issue de celui-là, il pourra encore briguer un autre mandat. Donc ça, c'était une grande victoire politique. On pensait que, évidemment, aussi bien son parti que la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut savoir que les partis d'opposition avait mis beaucoup d'espoir dans une annulation de ce projet de révision constitutionnelle. Malheureusement, ça n'avait pas abouti. Et donc, Faure Yadema, à mon sens, a toutes les chances d'être déclaré vainqueur par les autorités compétentes. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Oui. Maintenant, malheureusement, comme c'est souvent le cas dans nos pays africains, ce n'est pas souvent quand le vote se termine qu'il y a des contestations violentes. C'est souvent lorsque l'organe administratif en charge de la gestion des élections donne les résultats officiels. Et là, en général, c'est le camp des perdants qui a recours à des manifestations parfois violentes. Wilder a perdu devant Fury. Tu as regardé le match de boxe? Je n'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que c'était quand même à 3h du matin. Mais c'était un très bon match parce qu'il faut pas oublier que les deux s'étaient d'abord séparés par un match nul. Et donc, il voulait absolument en découdre. Et puis, Wilder a finalement remporté au 7e round, de ce que j'ai pu... Fury a remporté au 7e round. Mais bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus un grand champion qui motive les gens à rester 4 heures, jusqu'à 4-5 heures la nuit. Moi, le dernier grand champion que j'ai eu la chance de voir combattre, c'est Mike Tyson. Même si les combats étaient parfois expéditif, oui, mais il nous a quand même fait rêver, quoi. Mais depuis Tyson, et ça tous les chiffres le démontreront, depuis que Tyson avait mis un terme à sa carrière, il n'y avait plus sur le plan mondial un tel engouement. Parce qu'avant Tyson, on retrouvait le boxeur qui avait vraiment ramené les gens vers la boxe, c'était Mohamed Ali. Et donc après ces deux champions-là, malheureusement, ce tard qu'on appelle le noblard a du mal encore à fédérer au-delà des... Ça, c'est dans la catégorie des lots. C'est dans la catégorie des lots. Quand même la catégorie de Floyd Mayweather. Oui, ça bouge. Oui, ça bouge beaucoup. Mais parce que Floyd, lui, il a la capacité de faire rêver les gens. Tu vois, autant par la manière de boxer. Et puis, tant que quelqu'un est invaincu, comme c'est le cas de Floyd Mayweather, lorsqu'il voudra programmer un combat, on voudra toujours venir. Parce que derrière, on va se dire, est-ce que c'est le premier combat où il va perdre? Donc, ça, par contre, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour Floyd Mayweather. Mais pour Fury, félicitations à lui. Surtout que les gens, j'ai vu l'interview qu'il a donnée après le match. Il disait que durant son adolescence, et même lorsqu'il avait commencé la boxe, les gens se moquaient de son physique. On disait que 1, il était trop grand, 2, il était trop gros, 3, il était trop lent, et que donc peu de gens pariaient sur sa capacité à atteindre le sommet, notamment de la discipline reine que la boxe, la catégorie des poids lourds. Il a montré que malgré son physique atypique, armé de sa seule volonté de vouloir aller jusqu'au bout, il est parvenu à remporter cette ceinture suprême-là. Merci, Jean-Paul est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, c'était l'actualité internationale. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Urban FM en streaming, c'est sur 3. Stop Fresh Morning.